Depuis quelques mois, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et la tension de plus en plus grande que tend à susciter ce conflit est venue bousculer en Occident une certitude qui était ancrée dans notre inconscient politique depuis la chute du mur de Berlin, cette certitude étant que le développement du capitalisme dans une économie allait logiquement déboucher sur sa démocratisation. Mais même si on peut affirmer que le développement économique de la Chine est loin d'être terminé, l'avenir d'une Chine démocratique ne pointe clairement pas à l'horizon. Mais bien plus, avec l'ouverture au capitalisme, la Chine a pu s'enrichir considérablement, et particulièrement depuis les années 2000, elle a pu construire une véritable classe moyenne et des firmes multinationales qui commencent à rivaliser en pouvoir économique avec les sociétés développées. C'est de ce constat qu'a découlé le thème de la vidéo d'aujourd'hui, à savoir comment le capitalisme participe-t-il à l'enrichissement d'une société et les liens entre cet enrichissement et les institutions politiques. Et en effet, quand on regarde toutes les sociétés qui disposent d'économies capitalistes, on constate que leur niveau de vie est généralement supérieur au niveau de vie moyen du reste du monde, que ce soit pour les pays occidentaux, mais aussi pour le Japon, Singapour ou la Corée du Sud. Alors d'abord, petit point de définition, le terme de capitalisme, on va ici l'appréhender comme désignant tous les comportements issus d'une société dont le droit promeut en général la propriété privée, le libre-échange commercial et la libre concurrence sur le marché des biens et des services. Alors bien évidemment, il n'y a pas qu'une seule forme de capitalisme, il y a beaucoup de nuances selon les pays, mais l'histoire nous montre que l'émergence d'économies fonctionnant selon le système capitaliste, typiquement sur les modèles occidentaux, a permis à ces économies d'accomplir un enrichissement sans précédent qui a laissé, il faut bien le reconnaître, tous les autres systèmes économiques sur le bas-côté. Cela vaut autant pour les systèmes économiques de l'Antiquité, du Moyen-Âge, que plus récemment pour les régimes communistes ou socialistes au sens originel, tel qu'on peut l'observer aujourd'hui au Venezuela par exemple. Mais devant ce premier constat d'enrichissement par le capitalisme, il y a un certain nombre d'interrogations qui peuvent surgir. Pourquoi certaines sociétés non occidentales qui adoptent un système économique capitaliste arrivent à un niveau de développement similaire à l'Occident, alors que d'autres n'y arrivent pas aussi bien et aussi vite? On peut penser à la plupart des pays africains, mais aussi d'Amérique du Sud, mais aussi certains pays asiatiques comme les Philippines ou Myanmar par exemple. Alors c'est bien sûr une grande question qui a été beaucoup étudiée par les économistes et qui est d'ailleurs encore loin d'être résolue aujourd'hui. Mais on va quand même essayer de voir maintenant quelques propositions d'explication. La première notion qu'on peut aborder et qui semble jouer un rôle important dans l'incitation à produire davantage de richesses dans les sociétés capitalistes, c'est la présence d'un système de reconnaissance et de protection de la propriété privée. On retrouve notamment cette préoccupation dans les travaux de l'économiste péruvien Hernando de Soto. Pour lui, un des principaux problèmes, si ce n'est le principal problème des économies qui peinent à s'enrichir, particulièrement les économies sud-américaines pour ce qui le concerne, c'est l'absence d'un système de protection et de reconnaissance des droits de propriété de la majorité de la population. En particulier, il pointe le pouvoir très contraignant et décourageant de la bureaucratie de certains pays qui pousse de facto les activités économiques vers le marché noir. Or, les acteurs économiques n'exerçant pas dans la sphère légale ont de fait un très faible accès au crédit, une paranoïa de l'expropriation et des sanctions légales qui les empêchent souvent de développer tout le potentiel de leur activité économique. Aussi, l'impossibilité pour eux de régler un conflit devant un tribunal entretient également cette précarité. Précarité qui est bien sûr exploitée par d'autres mafias et gangs ayant bien souvent encore moins la volonté de préserver les droits de propriété de chacun que l'État. Et dans cette situation précaire, la plupart de ces acteurs économiques ne cherchent bien souvent qu'à travailler dans le seul but de survivre dans un environnement déjà risqué, et donc l'enrichissement général de la société est considérablement freiné. Par ailleurs, dans le même sens que Hernando de Soto, on a également une étude de Richard Roll et John Talbot 2001 qui sont arrivés à la conclusion que seulement 9 indicateurs pouvaient expliquer jusqu'à 80% de la différence de PIB par habitant entre les pays, et que sur ces 9 indicateurs, les 2 indicateurs qui avaient le plus haut degré d'influence sur le PIB par habitant étaient la présence d'un système de propriété privée solide et l'absence de marché noir. Mais avec un système de propriété privée solide et stable, on crée souvent les conditions nécessaires à l'émergence d'une deuxième caractéristique des sociétés riches, une catégorie d'acteurs économiques essentiels, le bien nommé entrepreneur. Alors d'abord, il faut savoir que la figure de l'entrepreneur a été assez peu explorée dans les 3 derniers siècles qui ont vu l'émergence de la doctrine économique,
particulièrement chez les auteurs anglais du 18e-19e siècle. En effet, la notion d'entrepreneur était souvent mise de côté par les penseurs anglais de l'époque car ils se concentraient plutôt sur la figure du capitaliste, celui qui apportait les capitaux, sans se soucier plus que ça de la mise en œuvre effective réalisée par l'entrepreneur. L'entrepreneur, pour le coup, est bien plus présent dans la pensée économique française et notamment libérale. D'ailleurs, on voit les premières traces de cette figure de l'entrepreneur chez Richard Cantillon, un financier et économiste franco-irlandais du 18e, qui soulignera l'importance de l'entrepreneur dans la vie économique. Cantillon reconnaît notamment l'entrepreneur au risque et à l'incertitude auquel il est confronté dans son opération productive, qui est pour lui essentielle à l'activité économique. Au 19e siècle, Jean-Baptiste Say se positionnera d'ailleurs de la même manière que Cantillon, en expliquant que, je cite, « L'entrepreneur d'industrie est l'agent principal de la production. Les autres opérations de l'industriel sont bien indispensables pour la création des produits, mais c'est l'entrepreneur qui les met en œuvre, qui leur donne une impulsion utile, qui en tire des valeurs. » Un peu plus tard, au début du XXe siècle, l'entrepreneur revient sur le devant de la scène économique avec notamment les travaux de Schumpeter, qui lui a réservé une part importante de son travail. Pour Schumpeter, l'entrepreneur est un acteur majeur du cycle perpétuel de destruction créatrice qui anime l'économie. Par sa vision et ses idées révolutionnaires, l'entrepreneur va changer les procédés et les produits, créer de nouveaux débouchés, et va aussi progressivement asphyxier les secteurs les plus anciens et les plus apathiques de l'économie. Mais l'entrepreneur est également, chez Schumpeter, un grand moteur de l'innovation. Les innovations qui constituent d'ailleurs pour Schumpeter la cause de l'élan expansionniste qu'on observe dans les grandes phases de croissance macroéconomique, ce qu'il appelle lui-même les grappes d'innovation. Par exemple, toute la machinerie à vapeur pendant la première révolution industrielle, la machinerie à pétrole de la seconde révolution industrielle, et aussi par exemple les produits électroménagers qui se sont développés pendant les 30 Glorieuses. Mais alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est que ces deux composantes essentielles abordées par Schumpeter, l'entrepreneur et l'innovation, sont également présentées dans des travaux plus récents comme des facteurs essentiels au développement économique et à l'enrichissement d'une société. On a par exemple l'économiste américain William Baumol qui, dans un ouvrage plus récent publié en 2001, détaille que les économies riches se caractérisent depuis la révolution industrielle par une abondance d'innovation. Et ici, il fait bien la différence entre l'innovation et l'invention. L'innovation, c'est en fait une invention ayant subi un processus d'adaptation à la demande et une commercialisation effective. Et la différence est juste essentielle parce qu'en effet, la Grèce antique par exemple fut une époque qui regorgeait d'inventions puisqu'on a retrouvé des traces de prototypes des premières fusées et moteurs à vapeur et aussi des premiers automates, mais le fait est qu'aucune des inventions de cette époque ne s'est traduite au sens moderne par une mise sur le marché et une utilité productive ou de consommation. Et selon Baumol, c'est ce processus d'exploitation commerciale des inventions qui a permis aux sociétés occidentales capitalistes d'engranger à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle des gains de production et donc un enrichissement de plus en plus élevé par rapport au reste du monde. Mais ce que cherche vraiment à souligner Baumol dans ses travaux, c'est la distinction qu'il fait entre d'un côté ce qu'il appelle l'innovation routinière et de l'autre l'innovation plus radicale de l'entrepreneur. Ce qu'il appelle innovation routinière, en fait, c'est une innovation qui n'est pas ou qui n'est plus le fruit du hasard, mais qui est au contraire consciencieusement recherchée. Et ce travail, il est particulièrement présent dans les grandes firmes qui ont institutionnalisé la recherche d'innovation au sein de leur département de recherche et développement. Et il affirme qu'il est très probable que cette routinisation de l'innovation, ces dépenses de R&D des firmes, soit aujourd'hui la cause de la majorité des gains de croissance économique qu'on observe dans les sociétés développées, ce qui est quand même une thèse forte. Après, Baumol ne rejette pas pour autant le rôle de l'innovation entrepreneuriale. Il explique d'ailleurs que les deux types d'innovation, celle de l'entrepreneur et celle du service de R&D, sont tout à fait complémentaires puisque l'entrepreneur fait surgir du néant des innovations radicales à l'échelle, disons, d'une décennie, là où le service de R&D améliore l'idée initiale et fournit des innovations incrémentales chaque année. Typiquement, ce serait l'idée révolutionnaire de la création de l'iPhone, à côté des nouvelles versions qu'on voit surgir chaque année. Bon, du coup, on a vu qu'il y a quelques caractéristiques qui se retrouvent dans la plupart des riches sociétés capitalistes. La propriété privée, la figure de l'entrepreneur et la présence d'innovations radicales et routinières. Mais en plus de ces trois éléments, on trouve aussi des réflexions plus générales sur l'importance du politique, de la structure de gouvernance et ses liens avec le développement du capitalisme qui peuvent eux aussi déterminer le potentiel d'enrichissement d'une société.
Déjà chez Hayek, dans La route de la servitude, qui nous explique que la liberté économique découlant d'un système capitaliste de propriété privée et de libre-échange est en réalité la plus grande et la plus essentielle des libertés, et que c'est notamment avec les tragiques expériences communistes qu'a été mis en lumière qu'en effet, supprimer la liberté d'acheter des biens et des services, c'était synonyme de supprimer la liberté tout court. En effet, l'un des effets destructeurs du contrôle total sur l'activité économique que souhaitaient instituer les régimes communistes afin de, pensait-il, résoudre exactement les besoins de toute la population, c'était précisément qu'ils n'arrivaient jamais à capter toutes les informations disponibles aux individus afin de subvenir correctement à leurs besoins. Et les conséquences, on le sait, ont été vraiment dramatiques. Des millions de morts dus à la famine en Ukraine ou sous Mao, une pénurie généralisée des biens de consommation, des files d'attente qui n'en finissent plus, etc., etc. Dans le prolongement de cette vision du caractère primordial des libertés économiques, on retrouve également chez Milton Friedman l'idée que la liberté économique est une condition nécessaire à la liberté politique. En effet, il considère aussi que la liberté économique est une composante de la liberté en elle-même. Il souligne d'ailleurs à quel point le marché est souvent aveugle aux discriminations et protège bien souvent les minorités qui pouvaient faire l'objet d'une hostilité politique a priori. Il prend notamment l'exemple de la politique macartiste anticommuniste des années 1950 aux États-Unis, qui n'a pas empêché les personnes soupçonnées d'être communistes à Hollywood notamment, et qui étaient interdites d'exercer, d'avoir tout de même accès à des contrats sur le marché noir. Le consommateur qui achète son pain se fout de savoir si le blé vient d'un fermier communiste, noir ou latino, car ce qui compte pour lui, c'est simplement la qualité du produit qu'il achète. Après bien sûr, Friedman constate lui-même que si la liberté économique est une condition nécessaire à la liberté politique, elle n'en est pas forcément une condition suffisante. Il ne rejette pas l'hypothèse potentielle, qui est d'ailleurs réalisée en Chine actuellement, que la liberté politique soit absente dans un système de relative liberté économique. C'était d'ailleurs déjà le cas au Chili sous Pinochet, dont les réformes de libéralisation économique ont d'ailleurs été inspirées par les travaux de Milton Friedman et d'autres. Mais clairement, la transition démographique qui a eu lieu par la suite au Chili montre qu'en effet, la liberté politique a ici bien pu succéder à la liberté économique. Après pour la Chine, bien évidemment, de gros doutes subsistent encore sur la possibilité d'une émergence de liberté politique. En fait, le lien logique entre liberté économique et liberté politique se base sur l'idée que l'accès au choix et à la variété se répandant dans la sphère économique, il n'y a pas de raison qu'une population soit réticente à ne pas vouloir exercer cette possibilité de choix également dans la sphère politique. Dans les deux cas, se voir imposer par la force un seul produit économique ou politique sans la possibilité d'en changer aboutit toujours à l'insatisfaction. Voilà pour nos quelques pistes d'exploration des causes de l'enrichissement dans les sociétés capitalistes et des liens avec la liberté politique. Alors je rappelle au cas où que, bien sûr, vu la largeur et la profondeur du sujet, ce qui vient d'être dit ne vise absolument pas à l'exhaustivité que même la doctrine économique n'a pas la prétention de fournir, donc vous comprenez bien, y a tellement de théories sur l'avènement de la prospérité occidentale que voilà, j'ai voulu varier un peu. Vous remarquerez d'ailleurs que j'ai délibérément évité Adam Smith, et je trouve que l'histoire de De Soto changeait en fait de la main invisible, alors que ça raconte à peu près la même chose finalement, la présence ou l'absence d'une incitation à produire plus et à s'enrichir. Après, il y a même des théories beaucoup plus globales, comme la thèse de Jared Diamond par exemple, qui explique que le climat, l'accès à des animaux de trait et à des céréales à fort rendement expliquerait la grande avance prise par les occidentaux par exemple. Alors après, je trouve que c'est assez contestable au vu de ce qu'on a vu sur les Grecs notamment, qui avaient déjà toutes les ressources naturelles et intellectuelles pour débuter la révolution industrielle, mais qu'ils n'ont pas fait par manque de structures mentales et culturelles appropriées en fait. Je veux aussi vous informer que cette vidéo sera certainement la dernière concernant ce format et me concernant. J'ai eu vraiment un grand plaisir à réaliser ces 5 épisodes, mais le fait est que les vues de chaque épisode et mon temps disponible pour faire ces vidéos aussi vont en diminuant. Donc voilà, le format va certainement s'arrêter là, sauf si bien sûr il y a un raz-de-marée de vues et qu'un bon samaritain passe par là pour reprendre les vidéos. Mais voilà, autrement ça va s'arrêter là, je tenais à vous le dire. Et sinon autrement, écoutez, portez-vous bien.